Quand on parle de Formule 1, on pense directement aux pilotes, aux voitures qui filent à plus de 300 km/h sur un circuit et aux accidents spectaculaires. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que la compétition, elle se joue pas uniquement sur la piste, mais aussi dans les usines. Et c'est là où on voit les guerres les plus impitoyables se livrer. Et aujourd'hui, je vais te parler d'un combat acharné depuis plus de 70 ans, les pneumatiques. Imagine une dizaine de constructeurs prêts à toutes les innovations pour remporter un marché dans l'élite. Alors si toi aussi parfois tu te chies dessus en roulant sur une flaque d'eau dans ta Clio parce que tu perds de l'adhérence, imagine les contraintes si tu étais au volant d'une voiture à plus de 1000 chevaux plaquée au sol qui coûte plusieurs millions d'euros. Pour ça, il va falloir que tu aies confiance en tes pneus. Alors entre conception révolutionnaire, contraintes de règlement, drama et j'en passe, on fait le point sur cette guerre dont on ne parle jamais, celle des manufacturiers de pneus. Dans cette vidéo, tu vas voir à quel point la Formule 1 a évolué depuis 1950, mais surtout comment les pneus ont été au centre d'une guerre sans merci pour savoir qui sera le meilleur pour amener de la performance et de la sécurité aux pilotes et aux voitures. Que ce soit à cause d'événements, de changements de règles ou simplement de vision, l'histoire des manufacturiers de pneus est pleine de surprises. C'est parti. Pour démarrer, on va simplement utiliser un petit retourneur de temps et arriver dans les années 50. À cette époque, on n'était pas dans la volonté de créer un nouveau modèle de voiture, mais plutôt d'optimiser les anciennes. Faut te dire que les contraintes de règlement, elles sont pas encore fixées à cette époque, et elles sont pas non plus aussi strictes qu'aujourd'hui. Plus simplement, le règlement de l'époque est surtout focalisé sur les limitations de moteur. Et la question liée aux gommes reste secondaire pour les écuries. Pour eux, tant qu'à pneus, ça roule, c'est déjà pas mal. Dans les années 1950-53, en Formule 1, on utilisait les pneus de 4 constructeurs: Pirelli, Firestone, Dunlop et Engelbert. Je te disais juste avant que les voitures n'étaient pas de conception de première jeunesse. Par exemple, Juan Manuel Fangio, qu'on connaît tous, même si on suit pas les courses de voitures, parce qu'on a tous une autre mère qui nous a sorti un jour: oh calme-toi, t'es pas Fangio. Ah. Bref, ce monsieur, il va gagner un titre avec un modèle datant de l'avant-guerre, vieux de 13 ans, une Alfa Romeo 158. Il faut que tu saches qu'à cette époque, ce bolide magnifique possédait une puissance de presque 400 chevaux et était équipé de petits pneus Pirelli de 5 pouces et demi sur 17 sur l'essieu avant et de 7 pouces sur 18 à l'arrière. Et franchement, c'est ridicule comparé à l'échelle de ce qu'on a sur les voitures aujourd'hui. Dans l'idée, il faut que tu te dises qu'il y a vraiment tout à faire sur les pneumatiques, tout à créer. Et au niveau de la conception, c'est basique. Enfin, aujourd'hui, on trouve ça basique parce qu'au final, les pneus de VTT de montagne actuels et les premiers pneus de F1, ils sont pas bien éloignés. Ils étaient fabriqués en caoutchouc naturel et en coton. Alors t'imagines que l'adhérence c'était pas foufou quoi. Les pneus, ils étaient étroits, comme t'as pu le voir avec ce que je t'ai dit sur Fangio, et ils permettaient pas de passer les virages à grande vitesse. Et clairement, si tu voulais maîtriser les engins, il fallait poser les balls sur la table. D'ailleurs, la réputation des pilotes, c'était qu'ils étaient vus comme des vrais héros qui se propulsaient à grande vitesse dans les lignes droites et finissaient leur course recouverts d'huile et trempés par la pluie dans ces bolides datant parfois de plus de 10 ans. Vu comme ça te donne envie de faire carrière, je suis sûr. Pour te donner une idée, les Formule 1 de cette époque, elles allaient déjà à une vitesse moyenne de plus de 170 km/h. Et faut que tu te dises que les pilotes, ils avaient pas de ceinture de sécurité, ils étaient souvent en chemise un peu épaisse et leur casque, il se réduisait parfois à un bonnet de cuir. Ce qui veut dire que genre, les rugbyman actuels, quand ils ont envie de se mettre un casque, ils sont peut-être mieux protégés qu'eux. Alors certes, aujourd'hui, ces vitesses, elles peuvent te paraître super basses, mais regarde la caisse de cette époque par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Rien à voir. La première de ces batailles fut gagnée par les pneus Pirelli avec leur victoire au championnat. Ces pneus, ils étaient au top parce qu'ils arrivaient à mixer la longévité à la vitesse. Un peu dur du coup d'imaginer ce genre de performance aujourd'hui. Dans le championnat, il y a seulement que quelques courses qui vont être remportées avec des pneus de la marque Firestone. Mais en 1954, les règles de la compétition ils vont changer. Et suite à ça, on va intégrer deux nouveaux fabricants, Continental et Avon. Pour Continental, on va pas s'attarder trop, les pneumatiques du manufacturier allemand vont faire un séjour vraiment de courte durée en Formule 1 à l'occasion des éditions 1954 et 1955 du championnat du monde. Dominé
et comme on l'a vu par Fangio et plus globalement par les Mercedes avec qui ils s'associeront. Mais suite au terrible accident qui arriva au moment et qui coûta la vie à de nombreux spectateurs, et d'ailleurs je pense que ça serait pas mal intéressant de te faire une vidéo sur ce drame et comment c'était arrivé, n'hésite pas à le dire en commentaire si c'est quelque chose qui t'intéresse. Bref, la marque annonce son retrait de toute compétition alors qu'elle est à l'apogée de sa gloire. Continental, traumatisé aussi par cet événement, décidera de battre en retraite également. Pour Avon, les pneumatiques font leur première apparition en 1954 à l'occasion du Grand Prix de Grande-Bretagne pour la Ferrari privée de Red Parnell. C'est un ancien pilote de Grand Prix qui va à plusieurs reprises prendre le volant d'une F1 à l'occasion de Grands Prix nationaux. Et donc Avon, ça va rester un petit manufacturier occasionnel qui chaussera notamment Jack Brabham en 1957 avant de participer à l'aventure Aston Martin en 1959 qui va débarquer avec une voiture à moteur avant à contre-courant complet du virage que prend la Formule 1 à cette époque. Et donc comme l'écurie n'est pas totalement en adéquation avec ce qui se fait, elle va rapidement retourner au garage et on reverra plus les pneumatiques Avon avant la fameuse saison 1981, mais on y viendra un petit peu plus tard. Mais revenons maintenant du côté de chez Pirelli, qui est dans une période où au final c'est pas foufou. En 1958, ils équipent plus que les Maserati, l'équipe championne en titre. Mais les finances du constructeur, elles sont difficiles et la vedette de l'équipe, Fangio, annonce sa retraite après une saison difficile où il n'aura pas réussi à se classer plus que 2 fois dans les points. C'est donc en toute logique que Pirelli va se retirer dans la foulée du quintuple champion du monde et de Maserati. Et dans tout ce bazar et toutes ces évolutions, il y a un constructeur qui va tirer son épingle du jeu, Dunlop. Faut savoir que dans les années 1950, Dunlop représente à lui seul la moitié du marché pneumatique en Grande-Bretagne. Et malgré la présence de ses rivaux américains, français ou même anglais, c'est pas compliqué à comprendre pourquoi ils vont devenir le manufacturier attitré des premières écuries anglaises au championnat du monde. Mais Dunlop ne va vraiment sortir de l'ombre qu'en 1958, grâce à son partenaire de longue date, Cooper, avec qui il signe sa première victoire. Ils vont amener une innovation majeure dans la conception de leurs pneus en remplaçant le coton par du nylon, ce qui va faire économiser 5,5 kg par pneu, soit 22 kg par voiture. C'est énorme! C'est pas pour autant que les roues elles vont être légères. Si tu regardes un pit stop à cette époque, on changeait encore les roues au maillet. Et la conception des roues avec des rayons, c'était pas le truc le plus léger qui pouvait exister. En 1959, Dunlop va non seulement profiter des lauriers des Cooper qui remportent 5 des 8 courses de la saison, mais ils vont surtout profiter du retrait de Pirelli et d'Engelberg pour avoir un quasi-monopole. Seuls Aston Martin vont préférer d'autres gommes. Faut que tu imagines que l'évolution de la F1, elle est ouf à cette époque. Et les pneumatiques, elles vont suivre le même chemin. Et dans les années 60, la F1 va durcir le règlement, notamment pour la sécurité. Comme tu l'as vu, c'était pas ouf à cette époque. Mais aussi sur le développement des technologies. Les pneumatiques vont désormais faire partie intégrante des évolutions. C'est comme ça que durant des années, les roues vont devenir de plus en plus grandes, les pneus de plus en plus larges, même si à peu de choses près, ils continuaient d'être fabriqués à peu près comme les modèles de la décennie précédente. Au niveau de la conception, dans un premier temps, l'essieu avant était équipé de pneus 8 pouces, alors que par la suite, on va opter pour des pneumatiques avec une largeur de 12 pouces. Ces pneus qui vont faire donc plus de 30 cm de large avaient une bande de roulement presque 2 fois supérieure à celle des pneus utilisés par Fangio lors de son premier titre en Formule 1. Dunlop et les écuries, ils ont rapidement compris toute l'importance des gommes pour les performances des monoplaces. Mais au-delà de ça aussi pour garantir une sécurité maximale. On se retrouve donc avec des roues plus larges, plus de grip et donc plus de vitesse. Attention quand même, je pense qu'il est nécessaire de parler de cette bande de roulement parce que c'est pas comme pour nos voitures actuelles. Nous, notre bande de roulement, les petits dessins que tu trouves sur le pneu, ils vont permettre de virer la pluie. Ici, le but, c'est d'apporter le maximum de zones de contact au pneu avec la route pour, encore une fois, améliorer le grip, donc avoir plus de performance, mais aussi assurer de la sécurité parce que la voiture, elle va être plus maniable et plus prédictible dans son comportement. Il faudra attendre 1964 pour que Dunlop soit rejoint dans la bataille par un nouveau concurrent. Et c'est Goodyear qui va préparer une bonne stratégie et son plan d'attaque parce qu'il va
falloir 2 ans au manufacturier américain pour montrer sa supériorité sur les Dunlop grâce à Brabham et Ferrari. Le constructeur devra attendre un partenariat avec Matra et Jackie Stewart en 1968 pour jouer de nouveau les premiers rôles avec 3 victoires, puis les 2 titres en 1969. À la fin des années 60, la Lotus 49 était l'une des meilleures voitures. Elle va gagner 12 courses et monter 23 fois sur le podium. Elle était équipée de pneus Firestone ou Dunlop selon la période. On retrouve également une chose importante dans la conception des pneus, c'est que maintenant on va utiliser du caoutchouc synthétique à la place du caoutchouc naturel. Mais le problème inhérent à cette période de grand développement, c'est que les voitures, elles vont gagner énormément de puissance et on va avoir un vrai souci de dégradation due aux contraintes en course. La solution, elle va être toute trouvée, on va durcir les pneus. Mais on va se retrouver à ce moment-là avec un dilemme. Les pneus, plus ils sont durs, plus on doit les chauffer et les maltraiter avant de commencer la course. Et là, ça va commencer à faire réfléchir pas mal d'ingénieurs pour essayer de régler ce souci. Présent depuis 1950 en Formule 1, Dunlop va se retirer après 1970 de la compétition. Pourquoi ? Le règlement des pneumatiques va changer drastiquement. Et c'est pour la première fois que les Formule 1 vont avoir des pneumatiques slick sans aucune rainure en surface. Ils ont développé des pneus en se disant qu'au final, plutôt qu'avoir une bande de roulement avec des motifs de plus en plus petits, autant faire une bande de roulement entièrement lisse. Ce progrès, il va viser à améliorer l'adhérence et à augmenter encore plus le contact au sol, améliorant donc par conséquence les performances des voitures. Cette technologie, elle est révolutionnaire et se poursuit encore aujourd'hui en Formule 1, même si tu vas voir que ça n'a pas toujours été pareil. Et le truc, c'est que ça va marcher parce que les temps autour de course à cette époque, ils vont baisser en moyenne d'environ 3 secondes. Est-ce que tu te rends compte le gap que ça fait ? Donc sur la grille de départ, il y a 2 manufacturiers américains, Goodyear et Firestone. Le premier va avoir l'avantage et petit à petit, il efface la concurrence et il voit même son concurrent s'écarter à partir de 1974. Bien que Dunlop et Bridgestone tentent de revenir en 1976, les 2 fabricants vont faire ce qu'ils peuvent, mais ils vont se retirer dès 1977. Comme ça, ils pourront aller voir Star Wars au cinéma. Hello. Ouais, je me suis dit que de placer un petit truc de culture comme ça au milieu, c'était pas mal, non ? Et c'est là où il y a une vraie compétition dans la compétition qui va s'instaurer, parce qu'à cette époque, il y a Michelin qui débarque dans la catégorie reine avec une nouvelle technologie, le pneu radial. Et donc tu vas me dire, ok, c'est quoi un pneu radial ? Eh ben c'est un pneu... Surprise, motherfucker ! Jusque-là, pas de surprise, mais qui va se démarquer de la structure du pneu diagonal, comme on faisait jusqu'à maintenant, par l'utilisation de fils d'acier dans sa confection. En Formule 1, l'utilisation de ce type de pneu, ça va assurer l'amélioration du transfert de charge et une meilleure adhérence sur sol mouillé, mais avant tout une meilleure tenue de route dans les virages, ce qui était quand même problématique jusqu'à présent. Cette technologie dans un premier temps ne va être utilisée que par Renault et Ferrari. Je pense que c'était un bon pari parce que ça va offrir une victoire à la Scuderia en 1978 avant que Jody Scheckter s'empare du titre en 1979. Mais ces pneumatiques vont quand même marquer le retour d'une chose qu'on pensait oublier, les rainures, qui vont pouvoir s'adapter plus facilement à toutes les conditions météorologiques, de course, de piste, etc. en conservant un niveau d'adhérence important. Mais il faut que tu saches que les pneus, ils évoluent d'un côté, mais qu'ils sont aussi dépendants des autres évolutions des voitures. Et il y a une autre révolution technologique qui a débuté dans les années 70 avec la Lotus 79 de Colin Chapman. C'est là où on voit arriver le fameux carbon fiber. Et c'est ce carbone qui va devenir ensuite très populaire auprès des écuries qui l'utilisent pour améliorer leur aérodynamisme. En 1980, la première à en bénéficier, c'est la monocoque McLaren MP4-1 qui sera entièrement faite en carbone. Résultat, ils vont se retrouver avec une monoplace puissante et légère. Et avec toutes ces évolutions, il y a une chose qui va être remarquée, c'est l'effet de sol. En sport automobile, l'effet de sol, c'est utilisé pour rajouter de l'adhérence aux pneumatiques et pour augmenter le niveau admissible de la vitesse en virage, à l'accélération et au freinage. À cette époque, comment on maîtrise cet effet ? C'est grâce à un fond plat qui est entouré de jupes latérales et qui permet de canaliser l'air qui passe sous la voiture. Comme le fond plat, il se relève sur l'arrière avec l'air qui part, l'augmentation de la section entre le sol et le fond plat provoque une diminution locale de la pression de l'air qui va
plaquer la voiture au sol. Cette technique développée par Colin Chapman sur les Lotus 78 et 79 s'ajoute à la déportance aérodynamique des ailerons qui eux ne sont pas à effet de sol. En Formule 1, l'effet de sol, il a été progressivement limité avant d'être banni en 1982. L'emploi des jupes sur les fonds plats, ils vont être interdits pour des raisons de sécurité parce que la détérioration de celle-ci réduisant l'effet de sol et rendant la voiture du coup beaucoup plus instable et dangereuse. Voilà, si ton flux d'air il va pas au bon endroit, tu te rends compte que c'est un peu plus compliqué. En 2022, la Formule 1 va marquer le retour de cet effet de sol, mais cette fois pas avec des jupes latérales, mais simplement à l'aide d'un fond plat. On en parlera un petit peu plus précisément si tu as envie d'avoir des recherches là-dessus et si l'aérodynamisme d'une voiture ça t'intéresse. Encore une fois, si tu veux la vidéo, dis-le en commentaire. Mais aussi, pense à t'abonner parce que sinon tu ne seras pas averti que la vidéo elle sort, quoi. On continue notre petit périple. Bien que Goodyear reste la valeur sûre sur la grille, Michelin conserve son programme avec Renault et Ferrari. Mais l'année 1981, elle va être marquée par de nombreux conflits internes en F1 et va voir Goodyear se retirer brièvement de la F1. Forcément, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Cette situation va profiter à Avon, je te rappelle, on en parlait un petit peu plus tôt, et Pirelli qui vont faire leur retour dans l'élite, mais bon, ils vont essayer, quoi. Voilà. Ils vont pas rencontrer le succès vraiment attendu à ce moment-là. Mais c'est lors de la saison 1983 qui va marquer un tournant dans l'évolution des pneumatiques ainsi que dans le sport automobile en général. Pour la première fois, on va instaurer l'utilisation des gommes pluie et donc permettre aux pilotes d'effectuer des choix stratégiques en fonction des conditions météo. Et c'est de cette manière que Keke Rosberg va s'imposer à Monaco en 83 grâce à une stratégie un petit peu osée en fonction de la pluie quand elle s'arrêtait, etc. Si tu as envie encore une fois d'avoir plus d'infos, les commentaires sont là pour ça. Goodyear prouve donc qu'il a sa place dans l'élite et à partir de 1984, ils vont devenir l'unique fournisseur, excepté de 89 à 91 pour Pirelli, de pneumatiques jusqu'en 1997. En 1985, il y a une nouvelle technologie qui va faire son apparition et être autorisée en Formule 1, l'utilisation des couvertures chauffantes. Elles vont permettre de squeezer un peu la chauffe des pneus. Attention, si toi tu penses que c'était déjà comme ce qu'on peut voir aujourd'hui, non. Pas du tout. C'était beaucoup plus rudimentaire, c'était que dans les stands, mais il faut que tu dises qu'à cette époque, c'était une révolution. Et pourtant, c'était pas chez Apple. Pourquoi c'est si révolutionnaire? C'est parce que devoir chauffer ses pneus à cette époque, c'était un vrai boulot d'équilibriste, avec les pneus dits de qualification. Si tu ratais ta chauffe, ton pneu, il allait littéralement te filer des perfs de merde pour tes qualifs. Et c'est là où les couvertures chauffantes, elles ont commencé à faire des miracles. Même si ils vont avoir à taffer dessus, parce qu'il faut que tu imagines qu'à ce moment-là, on enlevait les couvertures dans les stands. Alors rien que le temps d'arriver sur la grille ou de te lancer, tes pneus étaient redescendus en température, c'était pas efficace. Donc le plus gros du taf, ça a été de créer des couvertures portatives pour pouvoir maintenir ces gommes à température et de manière précise. Et ça même juste avant le départ du tour de formation. Le réchauffement des pneus, il est crucial dans les performances de la voiture, mais surtout il est assez précis. On considère que ces derniers, ils vont montrer des propriétés optimales lorsque leur température se situe entre 70 et 90 degrés Celsius. Et je viens de te parler de précision et je te sors un écart de 20 degrés. Pourquoi? Parce que ça dépend du type et du mélange de gomme utilisé pour la confection de la surface en contact avec la piste. Tu sais, cette fameuse bande de roulement. Les pneus avec un mélange de gomme plus mou, ils vont s'échauffer plus rapidement et amènent une meilleure adhérence. Mais forcément, ils sont moins résistants. Les gommes plus dures, quant à elles, elles vont résister à plus de tours en course, mais comme tu te doutes, il y a moins de grip, donc elles sont moins performantes. Et je vais pas forcément m'attarder 2 heures dessus parce que je me doute que tu dois voir le délire par rapport à la qualité des pneus aujourd'hui. L'évolution des pneus va quand même se stabiliser à cette époque, où finalement on va s'attarder beaucoup plus sur l'évolution des voitures et de l'aérodynamisme que de s'occuper de l'évolution des gommes. Et au fur et à mesure que tout a évolué, on va forcément arriver dans une nouvelle ère. En 1997, ça va marquer la fin de l'époque du pneu slick et surtout de Goodyear. Malgré qu'il va y avoir beaucoup de contestations des champions du moment, Damon Hill et Jacques Villeneuve, on va voir revenir les bandes de roulement rainurées. Pourquoi ça surprend? Parce qu'on se dit que les performances vont être moindres. Et c'est là où on va en apprendre un petit peu plus. La publication des nouvelles règles applicables à partir de la saison de 1999 indiquait des rainurages obligatoires des pneus
3 à l'avant et 4 à l'arrière. Pourquoi donc faire revenir cette bande de roulement? C'est parce que la FIA a décidé à cette époque que les voitures de Formule 1 devaient être ralenties, et notamment en leur supprimant de l'adhérence. Et donc la fédération a décidé de forcer le sport à revenir aux pneus rainurés. La FIA voulait garder des pneus larges et simplement réduire la surface de contact avec la piste. D'un côté pour éviter que les voitures aient un look trop bizarre avec des petits pneus, mais aussi parce que l'avantage aérodynamique des pneus fins aurait pu au final améliorer la vitesse des monoplaces en réduisant la traînée. D'ailleurs la traînée c'est quoi? C'est un phénomène aérodynamique provoqué par les ailerons arrière des monoplaces. Les ailerons arrière sont en effet orientés vers le haut pour créer un appui aérodynamique. Donc si on réduit la largeur des pneus, on va réduire cette résistance. On se rend bien compte que l'air il va passer plus vite vu que les pneus sont plus fins. Donc garder des pneus larges c'était la bonne solution. Mais l'autre problème c'est que ça a amené à un autre défi. Ces pneus ils étaient extrêmement difficiles à concevoir et les composés que les manufacturiers devaient utiliser ils avaient une importance primordiale. Si les pneus étaient trop mous, ils partaient en sucette directement et donc forcément tu te rends compte que c'est pas très utilisable. Mais si le composé il est trop dur, plus la voiture elle va ralentir. Et donc mission accomplie doublement pour la FIA. Sauf qu'à force les pneus pouvaient limite tenir une course complète du fait de leur composition et de l'évolution que les manufacturiers ont pris en compte. Je pense que c'est inimaginable aujourd'hui, mais est-ce que tu te rends compte de la performance de ces gommes? Ces nouvelles règles vont marquer la fin de la collaboration entre Goodyear et la Formule 1. Mais par contre marquer le début de Bridgestone et de Michelin, mais aussi du développement de l'aérodynamisme afin de réduire la perte d'adhérence dans les virages à son minimum. Et d'ailleurs un des problèmes de taille qu'on rencontrait avec ces pneus, c'était notamment le graining. Le graining, pour ceux qui savent pas, c'est lorsque la surface du pneu est beaucoup plus chaude que l'intérieur de la gomme. Cette couche superficielle au-dessus, elle va se distordre sous forme de vagues, sous l'action des forces en virage, et le sommet de ces vagues, il va se détacher pour se rattacher ensuite sur la bande. Ça va faire des petits grains, des petites bouloches, et cette surface granuleuse qui va se créer au fur et à mesure empêche le pneu d'avoir une bonne zone de contact avec le bitume, et ça va le rendre plus glissant. Ces nouveaux pneus, ils vont réussir le mieux à l'équipe Ferrari et à son pilote phare Michael Schumacher. Ils vont dominer la compétition entre 1999 et 2004. L'histoire d'ailleurs de la F1 montre que très souvent, à chaque changement de fournisseur de pneus ou à chaque amélioration technique majeure correspond un nouveau leader du championnat. Je pense qu'aujourd'hui on peut encore plus le voir avec les derniers événements et j'ai hâte de voir l'évolution des moteurs en 2026. À mon avis ça va amener de nouveaux rebondissements. Mais c'est pas le sujet de cette vidéo, allez on continue. La saison 2005 va quand même avoir un lot de grosses protestations venant par exemple des pilotes lors du Grand Prix des États-Unis où les pneumatiques vont être une nouvelle fois au centre du débat et ça va marquer les esprits on va dire. Les pneus de course de Michelin vont s'avérer trop peu résistants et pour des raisons de sécurité et surtout après quelques explosions dangereuses, 14 des pilotes vont devoir se retirer de ce Grand Prix. Et donc sur la grille de départ il va rester que 6 pilotes qui seront équipés de pneus Bridgestone. Cette course va être remportée par Michael Schumacher qui à mon avis aurait préféré un tout autre scénario. Anecdote, quand j'ai fait mes recherches, tous les spectateurs de ce Grand Prix qui étaient sur place ont été remboursés et il y a pas mal de billets qui ont été achetés par la suite et offerts pour l'année d'après pour redorer un petit peu le blason de ce Grand Prix des États-Unis qui a un petit peu viré au fiasco. Après cet événement, en 2007, Bridgestone va devenir le manufacturier principal de la Formule 1 et c'est à cette période où on va voir arriver plusieurs types de pneus par course avec un rainurage obligatoire et les pilotes à chaque course vont recevoir des pneus secs type 1 ou type 2 en plus des pneus pluie et des pneus pluie extrêmes. Est-ce que tu commences à voir l'allocation de pneus arriver? L'année 2008 va correspondre encore une fois à de grands changements. Selon la FIA, les dépassements étaient devenus beaucoup trop dangereux, il était trop difficile de s'approcher des adversaires à cause des turbulences créées par leur aileron arrière. Ils ont donc décidé qu'à partir de 2009, les F1 passeraient d'une adhérence aérodynamique à une adhérence mécanique. Et cette décision, elle va marquer le retour de pneus qu'on pensait avoir disparu à cette époque-là, les pneus slick. Bridgestone va rester le fournisseur officiel de la F1 jusqu'en 2010 avant d'être remplacé
lancé, comme on le sait, par le fabricant italien Pirelli. Lors de la saison 2017, on va noter une nouvelle petite révolution en Formule 1 avec l'arrivée de nouvelles normes concernant les pneus. Les pneus avant, ils sont passés d'une largeur de 245 à 305 mm et les pneus arrière de 325 à 405. Depuis, Pirelli, ils ont le monopole, puisqu'en plus ils ont étendu leur contrat avec la F1 jusqu'en 2027. Mais même s'ils sont présents depuis plus d'une décennie dans la compétition, ils auront apporté de nombreux changements à la discipline. C'est notamment le cas avec le fonctionnement des gammes de pneus. Au total, en début de saison, sont proposées 6 gammes de pneus allant du C0 au C5. Et c'est un fonctionnement qui, jusqu'alors, n'avait jamais été utilisé en Formule 1. Mais il faut que tu dises que Pirelli, malgré son monopole, il y a eu quand même de nombreux scandales par rapport à la qualité de leurs pneus qui sont parfois pas idéaux. Si on parle de récemment, je pense que tu as peut-être regardé le Grand Prix du Qatar en 2023 qui a mis les composés des pneus à mal. Et même si au final la faute elle a été partagée entre les vibreurs de la piste et les pneus fragiles, il y a eu aussi d'autres événements qui étaient purement dû à une mauvaise gestion de Pirelli. En 2013, en Grande-Bretagne, la course elle va être marquée par de nombreux soucis liés à la résistance des pneumatiques. Il y a 4 pilotes qui vont être victimes de déchappage, plusieurs autres de crevaisons lentes. Lewis Hamilton, en tête de l'épreuve, il doit regagner son stand sur 3 roues dès le 9e tour, victime de l'explosion de son pneu arrière. Bref, même si Pirelli a étendu son contrat jusqu'en 2027, on peut qu'espérer que la qualité de ces pneus 18 pouces qui sont arrivés en 2022, ça sera au rendez-vous pour les prochaines années. T'as vu avec cette vidéo que les batailles en Formule 1, elles se passent pas uniquement avec les écuries et les voitures. Dans l'ombre, on peut dire que les stratégies, les évolutions et les coups de maître sont arrivés de nombreuses fois depuis les années 1950. Maintenant, la question qui reste, c'est avec le chemin que prend la F1 actuellement, quel sera selon toi le prochain combat à mener pour une F1 encore plus impressionnante? Je te laisse le dire en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à t'abonner et à partager, tu sais que ça peut aider la chaîne et surtout ça montre que mon travail te plaît. N'hésite pas aussi peut-être à aller voir cette précédente vidéo et à donner également ton avis et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, ciao!